Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UXUI Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie avec Vadim Holvoot de la team Bruxelles. Bonjour Vadim. Hello, hello Rémi, comment vas-tu? Ah, très bien, merci à toi d'être présent pour cette deuxième partie. Donc la semaine dernière, si vous souhaitez voir la vidéo, on a parlé un petit peu du début de cette équipe et de la carrière de Vadim. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de son équipe, de la construction de son équipe. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la première partie. Vadim, la semaine dernière, donc vous avez parlé un petit peu des débuts pendant la période Covid de l'équipe. Et donc maintenant, comment fonctionne concrètement l'équipe, hein? Tu m'as parlé que vous aviez une salle, donc comment vous entraînez, comment vous planifiez votre saison un petit peu? Ok, concrètement, notre équipe fonctionne maintenant, on est 5 joueurs, ça veut dire que ça permet créer une concurrence saine. On a un planning d'entraînement hebdomadaire autour des six entraînements semaine. Physiquement, on essaie de s'entraîner chacun de son côté. On essaie d'avoir, on essaie de parfois avoir le week-end off, mais sinon, c'est quasiment à l'entraînement tous les jours. On a la chance maintenant d'avoir notre propre salle. Donc, c'est une salle 100% 3 contre 3 dans une école, dans l'école de mes petits frères. Ça a été un beau partenariat avec la commune dans laquelle j'ai grandi. Mais voilà, donc on planifie notre saison généralement en fonction de nos résultats. La saison s'arrête ou de plus en plus tard, mais c'est souvent autour d'octobre, novembre que ça reprend pour nous. À moins que bien sûr on fasse de meilleurs résultats, là on sait que ça dure plus tard. Et donc voilà, ça commence souvent par un bloc de préparation physique et de révision de tout ce qui est technique. Entre guillemets, on aime bien reprendre par affiner nos skills. Entre guillemets, la pré-saison se fait souvent pendant l'hiver chez nous, mais on essaie de très vite attaquer. Là maintenant, c'est une grande différence cette année parce qu'on a enfin une ligue digne de ce nom en Belgique qui fait qu'à partir de décembre, pendant 3 mois, c'est une compétition, un championnat officiel de 3 contre 3, ce qui fait que ça ne pas mal être de s'aiguiser, quoi. Ok. Vous êtes quand même une équipe qui vient régulièrement en France sur la Super League. Donc, je crois que ça fait Ouais. quelques années déjà que vous êtes dessus. Comment vous planifiez un petit peu tout ça? Parce qu'entre votre ligue en Belgique, la ligue française, peut-être d'autres ligues en Europe ou dans le monde? C'est une bonne question. Alors, la particularité de la Belgique, c'est que c'est un tout petit pays. Tu roules 1 heure et tu es partout, contrairement en France. Donc, justement, la ligue qui a été mise en place, ça s'appelle la BNL. Elle va bientôt changer de nom, mais c'est excuse-moi, c'est entre novembre et avril. Ce qui fait qu'en fait, ça n'entrave pas d'autres compétitions, surtout que ça se joue les mercredis et les dimanches. Donc, c'est très rare que une compétition ait lieu en même temps. Ça fait exprès d'ailleurs. La Super League, c'est souvent l'été. Alors, ça fait quelque temps qu'on ne l'a plus prise au sérieux. Mais là, pour l'année 2026, pour l'année 2026, on a vraiment l'objectif d'aller le plus loin possible. Donc, on a fait 2 fois les Open de France. Euh, on a envie de le faire une troisième fois. Donc, ouais. Sinon, au niveau des autres compétitions, bah, écoute, c'est en fonction du budget, en fonction de la disponibilité des joueurs. Mais voilà, on essaie souvent de rester dans les pays limitrophes, puisque la Belgique est près de tout, Mhm. et de se qualifier le plus vite possible pour un challenger, parce que voilà, c'est l'objectif. Au final, le but, c'est d'être performant sur le FIBA World Tour. Donc, dès qu'on a fini notre préparation ici en Belgique, on essaie de se qualifier, enfin, de jouer le plus de light quest possible à proximité, quoi, de light quest, de quest, de qualificatif et tout ça. Ok. Et un petit peu sur les donc 4-5 dernières années, vous avez réussi à faire des challengers? C'est votre plus haut niveau? Alors, on a réussi à faire un World Tour en 2022 à Debrecen. Sinon, au niveau des challengers, ouais, on en a fait quelques-uns quand même, hein. On a fait Sachi en Corée, on a fait celui de Poitiers, celui d'Orléans, celui de Doha. On a fait le challenger de Xi'an en Chine et celui de Hambourg qui arrive là maintenant, donc au mois de, au mois de mai. Et on est au final à 50% de victoire. Donc voilà, on espère maintenant augmenter petit à petit notre pourcentage de victoire, mais ouais. On parlait tout à l'heure de joueurs, si j'ai bien compris, il y en avait un qui était un ami d'enfance avec qui tu joues encore.
si j'ai bien tout compris. Comment C'est tu as bien ça. construit un petit peu ton équipe? Alors, comment tu as récupéré les joueurs? Alors, justement, d'un point de vue profil, sachant que moi, je suis pas spécialement très grand, on va souvent chercher des joueurs déjà de plus grande taille, à moins que ce soit un profil similaire et qui soit beaucoup plus fort. Bah là, alors on peut trouver des alternances, mais c'est très difficile. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur des profils assez athlétiques. Au niveau de recrutement, je t'avoue que c'est pas comme si on avait l'embarras du choix. C'est souvent des joueurs qui se greffent un peu naturellement, j'ai envie de dire. Ils nous voient nous entraîner. On a la chance d'avoir un chouette vidéomaker qui fait des bonnes vidéos, ce qui fait que parfois les gens sont intéressés de venir s'entraîner avec nous. Et à partir du moment que quelqu'un vient et qui correspond un peu à notre philosophie, à notre mentalité, ben, généralement, on va tout faire pour l'attirer. Et là, maintenant, bah, c'est cool parce que cette année, ça fait la première fois depuis un an, on a toujours le même noyau. Et donc ça, on sent vraiment une différence. Ouais. Ouais, ça doit être agréable au niveau des entraînements de Ouais, ne pas repartir de zéro à chaque fois. exactement, exactement. Et alors, au niveau de l'identité de jeu, qu'est-ce que tu essayes de mettre en place, toi, comme type de jeu avec ton équipe? Alors, un jeu basé sur la vitesse, forcément. On n'a pas spécialement l'équipe la plus grande, la plus lourde. Donc, on essaie vraiment de mettre un point d'honneur sur l'attitude. C'est-à-dire que à l'image de Yukon, ce qui se fait en NCAA, je pense que l'attitude joue un rôle prépondérant, 3 contre 3, l'agressivité en défense, le fait d'être vraiment. J'aime bien prendre l'exemple de Hermont en France, Mhm. qui est une équipe qui est très chiante à jouer, parce qu'il joue avec une niaque, une mentalité, une attitude qui est exemplaire, tu vois. Donc, je vais donner beaucoup de crédit à Olivier, à ce qu'il fait, et à Skinny, tout ça, mais on essaie d'être dans la même mentalité, c'est-à-dire être très agressif. En attaque, on essaie d'être voilà, un jeu. On est assez équilibré, c'est-à-dire qu'on a les drivers, on a les shooters, au niveau de la pose d'écran, on est meilleur sur pose d'écran sur ballon. Quand on se développe un peu sur la pose d'écran hors ballon. Euh, mais voilà, c'est surtout avoir une équipe très agressive euh, voilà, qui chante à jouer. On joue souvent contre des joueurs qui viennent le plus haut d'un point de vue 5 contre 5, parce que voilà, ou d'un point de vue 3 contre 3. Donc on est obligé de compenser par une agressivité. Là maintenant, voilà, on commence à avoir des armes pour pouvoir rivaliser sur d'autres aspects. Mais donc voilà, on mise pas mal sur la vitesse de jeu, euh, sur voilà, attaquer les points faibles des autres équipes, quoi. Ok. Et donc, par rapport, on va dire, vous êtes à un certain niveau, il y a des steps à passer pour essayer d'arriver dans les quarts finales ou les phases finales des Ouais. challengers. Pour toi, ce serait quoi les deux, trois points techniques ou tactiques qu'il faudrait que vous trouviez pour aller chercher ça plus régulièrement? En fait, si tu veux, d'un point de vue IQ, je pense que c'est un peu ce qui fait défaut de notre équipe. Euh, donc, je pense que la solution, et c'est ce qu'on essaie de travailler le plus possible, c'est d'avoir un jeu fluide sans trop réfléchir. C'est-à-dire, par des automatismes, mais aussi tu vois, le problème, c'est que quand, par exemple, à l'entraînement, tu vas répéter beaucoup de phases, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu vas jouer en match, tu vas réfléchir à faire ces phases. Et en fait, c'est très dangereux parce que tu arrives à un moment où un joueur qui est très bon dans sa créativité va se mettre à réfléchir et forcément, il va jouer moins instinctivement. Et je pense que l'essence même 3 contre 3, c'est le jeu instinctif. Donc, la solution, c'est justement arriver à fluidifier ça, à faire comprendre qu'il faut toujours être agressif et que c'est aux joueurs sans ballon de toujours s'adapter à celui qui a la balle. Et fondamentalement, je pense que la création de rôle dans une équipe est très importante. Grâce à ton expérience, quelles sont pour toi les erreurs que font les joueurs 5-5 quand ils arrivent dans le 3-3? Alors, la plus grosse erreur, elle m'est directement venue à la tête, c'est l'Upside. L'Upside, ça, c'est quelque chose qui nous a coûté très cher. C'est-à-dire que les joueurs qui n'ont pas souvent beaucoup d'expérience vont aller aider. Ça libère énormément de shots, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur. En tout cas, à notre échelle, c'est ce qu'on a le plus souvent rencontré. C'est ce dont on a tiré aussi souvent profit. Vous, au niveau communication, parce que le 3-3 est un sport moderne qui se joue en musique avec beaucoup de réseaux sociaux, ce côté un petit peu freelance, etc. Ouais. Comment vous avez un petit peu géré cette partie? Moi, personnellement, je suis très satisfait. C'est-à-dire que ça, c'est même un des aspects forts de ce qu'on a dans notre équipe. Euh, on a un jeu assez flashy.
Et on a la chance, une fois, moi je viens d'un quartier ici, on vient tous du même quartier presque. Et donc sur le terrain dans lequel on a grandi, j'ai vu quelqu'un qui faisait des vidéos un peu partout, des jeunes. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir faire des vidéos pour nous? Et derrière, on a cliqué, quoi. Et donc, d'un point de vue com, il nous suit un peu partout, il fait des très bonnes vidéos. Et je pense que ça nous a permis premièrement, d'avoir des meilleures relations avec tout ce qui est politique publique, mais aussi d'attirer des joueurs. Tu vois, un joueur qui va voir, qui va s'entraîner par exemple en national, eh ben, personne ne le voit jouer nulle part. On est obligé de le voir sur place pour le voir jouer, tandis que nous, on a ce côté où, à un moment, tous les entraînements étaient filmés, tu vois. Et donc, on faisait presque des highlights de tous les entraînements. Et donc, à ce niveau-là, je pense on marque le coup. On marque le coup et à la fois notre équipe, mais aussi les événements qu'on fait. On essaie de toujours mettre de la lumière sur les autres. Et à ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien, ouais. Donc, eh ben, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis pour cette deuxième partie. Alors, n'oubliez pas qu'il y a encore une troisième partie la semaine prochaine où on va parler un petit peu du développement du 3-3 et un petit peu le futur de l'équipe 3-3 de Bruxelles. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Vadim, merci et je te dis à la semaine prochaine. À la prochaine, ami. Bye.